d'entretien des patriotes, bonjour à tous. Sextape au Sénat, Larcher en sueur, Jeux Olympiques, Tony Estanguet, scandale sur sa rémunération. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je veux débuter mon journal par remercier ceux qui m'ont permis de le faire en me finançant à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur Yann Hervé, Laurent Ziran, Radar, Nadia Pfister, Isabelle Lang, Jean-Luc Périllet. Oui, vous avez reconnu, ce sont des fidèles parmi les fidèles. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier, vous êtes formidables. Vous levez le petit pouce, vous écrivez des gentils messages et vous diffusez sur d'autres réseaux sociaux. Oui, la réinformation est un sport collectif. Et puis bonne nouvelle, j'avais une vidéo qui était démonétisée. Elle est revenue à la monétisation. Mais que se passe-t-il donc quand on attaque trop, comment dirais-je, vertement le gouvernement ? Premier titre, Sextape au Sénat. On a l'impression de lire le titre d'un roman d'espionnage. Les faits. Fait divers, un sénateur ayant occupé des postes élevés a été filmé le pantalon baissé dans son bureau par une femme qui avait été embauchée comme assistante médicale au Sénat grâce à lui. Depuis 2 ans, elle utilise la sextape comme moyen de pression. Après l'intervention du sénateur influent, elle a vu son salaire augmenter de 45% et s'est vantée de pouvoir faire renvoyer quiconque grâce aux images qu'elle avait capturées. Cette affaire préoccupe le président du Sénat, Gérard Larcher, qui a tenté de la maintenir secrète. Manifestement, les sénateurs maintiennent les bonnes traditions. On se rappelle que Félix Faure, président de la République sous la Troisième, était mort, comment dirais-je, après une gâterie, ce qui lui avait valu le mot féroce de Clémenceau. Il voulut être César, il ne fut que Pompée. Chacun sait que Pompée est un général romain. Ce qui est certain, c'est que cette affaire donne des sueurs à Gérard Larcher. En tout cas, c'est ce qu'affirme le Canard enchaîné. Une sextape au Sénat, un sénateur filmé le pantalon sur les chaussettes, une maître chanteuse au salaire XXL, un médecin mis brusquement à la porte. L'affaire jusqu'ici tenue secrète fait transpirer Larcher. Ah, le Canard enchaîné généralement nous donne quelques indices, un jeu de mots. Transpirer, la sueur, est-ce qu'on parlerait de Jean-Pierre Sueur, sénateur qui a quitté le Sénat il y a quelques mois, très ému de cet hommage du président Larcher pour ma dernière question au gouvernement. J'ai souhaité interroger le gouvernement sur le récent naufrage de migrants près de la Grèce. Il est urgent de mettre en place une politique européenne de recherche et de sauvetage en mer. Est-ce qu'il s'agit bien de Jean-Pierre Sueur ? Je ne peux pas l'affirmer à 100%, mais son nom circule sur les réseaux sociaux. Il a été donné par le Canard enchaîné à travers des allusions, transpiration et sueur, et son nom a été même balancé à la télévision hier soir. Il y a donc 2 grandes chances qu'il s'agisse bien de Jean-Pierre Sueur. Alors, qu'est-ce qui est grave dans cette affaire ? Non pas que ce sénateur soit victime de Pfizer, oui, de la petite pilule bleue. Non, c'est pas le batifolage, ce sont les conséquences de ce batifolage. Une jeune femme a fait chanter un sénateur, elle est arrivée à mettre à la porte un médecin et elle s'est crue à un moment donné la reine du monde. Et il n'y a pas eu, comment dirais-je, de commission de discipline rapide. Au contraire, Gérard Larcher a étouffé l'affaire. Oui, Gérard Larcher est en sueur. Quant à Jean-Pierre Sueur, il est pointé du doigt comme très proche d'Emmanuel Macron. Je dirais que les choses sont un peu plus compliquées parce que Jean-Pierre Sueur, c'est celui qui a rédigé le rapport sur Benalla. Et les journalistes de la réinformation ont fait de leur miel de ce rapport. C'était une mine d'or. Je vous en fournis un extrait. Ensuite, il y a eu la captation de vidéosurveillance, le recel de vidéosurveillance de Benalla pour tenter d'échapper à cela. Vous savez qu'il y a même eu une personne à l'Élysée à faire en sorte que les films ne puissent pas être diffusés sur les réseaux pour disculper M. Benalla et son complice. Il y a eu ensuite tout un tas de dysfonctionnements. Alexandre Benalla était considéré comme l'homme de confiance, alors qu'il s'agisse du port d'armes qu'il a obtenu dans des conditions rocambolesques, qu'il s'agit des passeports diplomatiques qu'il a continué d'utiliser alors qu'il a été limogé de l'Élysée, qu'il s'agisse du téléphone portable qu'il a gardé, tout a dysfonctionné. Autrement dit, Jean-Pierre Sueur accuse l'Élysée d'avoir créé une officine de barbouze qui a officié dans l'ombre contre tout cadre légal pour laver les agissements d'Alexandre Benalla. Dans n'importe quelle autre démocratie, le gouvernement aurait dû tomber. Mais vous connaissez la suite.
Le Parlement a enterré l'affaire et la justice, comment dirais-je, n'a pas été trop sévère avec Alexandre Benalla, un peu comme avec François Bayrou. Est-ce que Jean-Pierre Sueur, avec cette histoire de jeune femme, a été victime de son tempérament ou il a été victime, comment dirais-je, d'une certaine vengeance? Parce que dans l'histoire des services secrets ou dans l'histoire de ce genre d'affaires, on se rappelle les cabinets volants, on se rappelle les petites femmes de petites vertus qui agissent dans l'ombre. Juste pour Félix Faure, la dame qui lui avait fait une gâterie travaillait pour le deuxième bureau. Autre affaire, Tony Estanguet. Que lui arrive-t-il? Les Jeux Olympiques Paris 2024. Tony Estanguet, le président du comité d'organisation, visé par une enquête sur sa rémunération. Mais de quoi s'agit-il? Et oui, le titre n'est pas très clair, il est visé sur sa rémunération. On ne parle ni de scandale, encore un macroniste corrompu. Non, non, il est visé sur sa rémunération. Manifestement, les journalistes du Parisien ont quelques pudeurs. Dans les faits, qu'est-ce que cela donne? Tony Estanguet a perçu une rémunération annuelle de 270 000 euros bruts jusqu'en 2020, selon des chiffres communiqués par le COJOP, c'est-à-dire le comité d'organisation des Jeux Olympiques, en 2018. Mais le COJOP étant une association de type loi 1901, la rémunération de ses dirigeants est plafonnée par les lois à des niveaux sensiblement inférieurs. Là, j'ai l'impression qu'on a, comment dirais-je, un euphémisme. Qu'est-ce qu'ils appellent sensiblement inférieur? Eh bien, cherchons un petit peu. Rémunération du dirigeant d'une association. La rémunération de chaque dirigeant doit être proportionnée au travail fourni. Elle ne peut pas dépasser 11 592 euros bruts par mois pour un exercice de loi 1901. Alors, 11 592 euros, si je multiplie par 12, ça fait 140 000 euros. 140 000 euros, et qu'est-ce qu'a touché Tony Estanguet? 270 000 euros. Mais normalement, il y a des services de vérification. Comment a-t-il fait pour multiplier presque par 2 son salaire? Ah, regardez, il y a une astuce. Selon un récent article du Canard enchaîné, l'ancien sportif aurait donc créé une société qui facture des prestations non commerciales au COJO qu'il dirige, ce qui interroge sur le contrôle de la réalité et la question des prestations effectuées par la société d'Estanguet, avait poursuivi le journal dans son article publié en octobre. Une société en quelque sorte fantôme qui permet de grossir le salaire de Tony Estanguet. Et lorsqu'on interroge les services de contrôle du comité olympique, ils nous disent « mais nous on a tout validé, tout allait très bien ». Autrement dit, ils sont complices. Un scandale XXL, mais avec la Macronie, on commence à en avoir l'habitude. Souvenons-nous, Amélie Oudéa-Castéra, épinglée pour son salaire à la Fédération française de tennis. La ministre de l'Éducation, des Sports et des Jeux Olympiques, Amélie Oudéa-Castéra, dans le viseur du rapport sur les défaillances des fédérations sportives. Et l'éphémère ministre de l'Éducation, j'en parle dans un instant, avait affirmé face caméra que dans son salaire mirobolant, il n'y avait pas d'argent public, c'est-à-dire l'argent de nos impôts. Bingo, encore un mensonge, puisqu'il y avait une subvention du ministère de la Jeunesse et des Sports. Ils ne savent que mentir et s'empiffrer, ces ministres macronistes. Maintenant, je vais quand même dire du bien d'Emmanuel Macron. Oui, Emmanuel Macron a une vraie fibre écologistes. À l'Élysée, ils sont vraiment au top pour le tri sélectif, pour le recyclage des ordures. Bayrou. Gouvernement, le retour de François Bayrou au cœur des tractations. Emmanuel Macron et Gabriel Attal veulent aussi profiter du remaniement pour trancher le cas d'Amélie Oudéa-Castéra, fragilisée à l'éducation. François Bayrou doit être reçu par le Premier ministre ce mercredi. Et puis, regardons le deuxième titre, un véritable moment de détente. Un homme d'expérience et d'une grande compétence. Rachida Dati ne tarit pas d'éloges sur François Bayrou. Je ne sais pas vous, mais si Rachida Dati ne tarissait pas d'éloges sur vous, vous poseriez quelques questions. On parle bien de Rachida Dati, vous savez, elle est accusée de corruption dans 2 affaires. Et elle est admirative de François Bayrou. Mais qu'est-ce qui peut donner une telle admiration? Allez, on va regarder de plus près. Est-ce que ce sont les cadeaux de Lagardère à François Bayrou? Mais surtout, ce que révèle alors de façon très spontanée le potentiel ministre,
François Bayrou, c'est qu'un ami très proche et pas n'importe lequel, Jean-Luc Lagardère, l'a aidé à faire vivre sa passion des chevaux. C'est souvent avec le hasard qu'on fait les plus grands champions. Jean-Luc Lagardère avait un nouvel étalon qu'il voulait lancer. Il m'en avait offert une saillie, mais l'étalon s'est révélé stérile. Il m'a dit « Écoutez, je vous donne une saillie de l'Inamix, étalon vedette de l'industriel. » Cela a donné Alix Rode, une fille de ma jument souche. Un don animalier en nature certes, mais qui a un prix. Selon nos informations récoltées auprès d'experts de France Gallo, une telle saillie constitue un cadeau d'une valeur d'au moins 40 000 euros. 40 000 euros en nature, on comprend l'admiration de Rachida Dati. Et puis, il ne faut pas oublier ce qui, à mon avis, est au cœur des mamours de Rachida Dati envers Bayrou. Le parti est reconnu coupable, le trésorier est reconnu coupable, les cadres du parti sont reconnus coupables, mais le chef du parti, François Bayrou, est relaxé au bénéfice du doute. Et moi aussi, j'ai un doute, vous en souvenez, c'est une information que j'ai développée hier. Rachida Dati, qui est mise en examen, évidemment, elle est admirative envers François Bayrou. Il a été relaxé alors que le procureur requérait 30 mois de prison avec sursis. Ah oui, il y a de quoi évidemment être admiratif. Toujours dans ce gouvernement, Le Maire. Il faut être très vigilant sur les faits et la vérité. Si le mensonge vaut la vérité, il n'y a plus de démocratie possible, assure Bruno Le Maire. Vous en rappelez, j'en ai parlé hier. Eh bien, on va regarder les propos de Bruno Le Maire. C'est surtout votre soumission à Vladimir Poutine qui a fait exploser les prix du gaz. Bruno Le Maire répond à Lionel Tivoli, député du RN, sur le prix de l'énergie. Fake news, l'augmentation du prix de gaz annoncée par Bruno Le Maire est liée à l'augmentation des taxes payées par les Français sur leurs factures et non à Vladimir Poutine. Ce qu'il y a de fascinant avec Bruno Le Maire, c'est que tous les jours, il se fait humilier par la presse, pas seulement par les réseaux sociaux, par la presse économique, qui lui rappelle que les fondements de notre économie sont littéralement dilatés et qu'il arrête ces éléments de propagande. Allez, un dessin pour résumer la situation. Budget 2023, un déficit encore plus élevé que prévu. Nous maîtrisons parfaitement notre perte de contrôle. Oui, je crois que le dessin vise très juste. Quant aux macronistes, c'est même plus être hors sol à ce niveau-là. Marie Lebec, notre ambition, c'est de transformer le quotidien de nos compatriotes. Ah, il n'y a pas à dire, vous avez bien transformé le quotidien des Français. Inflation, paupérisation, censure, un repas par jour, explosion des prix de l'énergie, insécurité. Et lorsque vous avez des idées dans la Macronie, c'est un enfer. La Macronie est véritablement une infamie. Écoutez ça. Selon les Échos ce matin, le gouvernement macroniste envisage de faire des économies sur la prise en charge des maladies chroniques ou affections de longue durée, ALD, dont les cancers et le diabète. Ils veulent faire officiellement 6 milliards d'euros d'économies sur la santé, au moment où ils viennent d'engager la France pour 10 milliards de plus pour l'Ukraine de Zelensky via l'Union européenne. Mais les oppositions LR et RN hier ont refusé de renverser ce gouvernement, ne l'oublions pas. Cela devient insupportable. La France sombre et les oppositions sont spectateurs de ce naufrage. Les Français vivent sous le joug de la corruption et du mensonge et il ne se passe rien. Tenez, encore un mensonge de Gabriel Attal. L'attractivité de la France en baisse en raison de l'insécurité d'après une étude. Et Gabriel Attal nous avait dit que la France était le pays le plus attractif. Oui, encore un mensonge. L'attractivité de la France est en chute libre pour la 2e année consécutive selon un sondage effectué par les conseillers du commerce extérieur. La question de l'insécurité est vivement pointée du doigt. Et ce n'est pas un hasard que ce soit les conseillers du commerce extérieur, parce que lorsque vous vivez à l'étranger, vous lisez la presse étrangère. Et pour les journalistes du monde entier, la France, sur le sujet de l'insécurité, est un anti-modèle. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Et d'ailleurs, les journalistes nous plaignent. Les Français vivent en enfer. C'est la fameuse transformation macroniste. Et ils dénoncent un mécanisme, c'est l'accueil effréné de l'immigration, qui constituent des ghettos qui ensuite sont structurés par le trafic et le fanatisme religieux. Et, cerise sur le gâteau, associé à un laxisme judiciaire. Tiens, laxisme judiciaire, une illustration.
C'est de pire en pire. On apprend qu'un homme sous OQTF d'origine tunisienne a été arrêté devant une école maternelle avec 2 lames dans les poches. Il voulait s'attaquer à des enfants. Arrêté par la police ce soir, il est sous contrôle judiciaire, libéré et dans la nature. Je vous mets l'extrait dans ma description, vous n'en croirez pas vos oreilles. Dans ces conditions, on peut affirmer sans exagération que la France est devenue un enfer sous Emmanuel Macron. Vous en doutez, un dernier indice. Les Français deviennent les champions du monde de la consommation de tranquillisants. Et il y a une conséquence, notre libido légendaire est en train de baisser. Le diagnostic de Marie-Estelle Dupont. Sondage sur la sexualité des Français en chute libre. Comment expliquer cette baisse des rapports? Les troubles de la libido, comme la perte d'appétit, les troubles du sommeil, l'anédonie ou la difficulté à se projeter, sont des symptômes dépressifs. Ils peuvent être la conséquence de la consommation de psychotropes. L'omniprésence du porno est aussi un facteur de réduction de la fréquence des rapports et d'évitement de l'autre ou de négligence de son partenaire. La sexualité, comme les autres aspects de l'existence, se désincarne en se virtualisant. Les réseaux et le porno participent de l'isolement, de la perte de confiance en soi et en l'autre. Or, une sexualité épanouie repose sur la confiance, la complicité et l'imaginaire. Sans imaginaire, pas de désir, reste un rapport à l'autre comme objet interchangeable, dénué d'affect pour lequel l'effort de la séduction n'est même plus nécessaire. Les relations entre hommes et femmes teintées de méfiance et la disponibilité surabondante d'images porno détournent aussi certains d'une sexualité saine intégrée dans une relation de confiance, de respect, de complicité et de désir. Non seulement nous avons Emmanuel Macron, mais nous avons aussi un monde occidental gagné, gangréné par la perversion. Perversion et dépression, manifestement, vont de pair. Merci à Marie-Estelle Dupont de nous l'avoir présenté. Je vous mets l'extrait dans ma description. Étranger international. Paraît-il que Biden est un petit peu âgé, mais selon François Hollande, selon tous les spécialistes, Bernard Guetta, c'est un homme extraordinaire. Lorsqu'il s'agit de diplomatie, comment dirais-je, c'est une lumière. Nous en avons une excellente illustration. Le maître du monde est en forme. Il raconte comment il a été à Londres en 2020 et a rencontré François Mitterrand, le chancelier d'Allemagne, pour lui raconter le 6 janvier. Mais dites, dans mon souvenir, Mitterrand ne parlait pas allemand. Biden doit faire une confusion. À Londres, ça doit être De Gaulle qui l'a rencontré. Au secours! Vous imaginez ce narratif? Pendant 5 ans, ils nous ont fait croire que Joe Biden avait toutes ses facultés, que c'était le type le plus fabuleux du monde, que c'était le meilleur président depuis Roosevelt, c'est-à-dire qu'ils étaient dans une exagération de type nord-coréenne. Et la réalité, évidemment, se venge. Biden est complètement gâteux et sénile, à tel point que certains, comment dirais-je, sont en train de retourner leur veste des cadors, et notamment les cadors de LCI. Souvenons-nous, Renaud Pila, le 2 juin 2023. À ceux qui se moquent de la chute de Biden, un vieillard, il se trouve qu'il est le président américain le plus impressionnant, notez l'hyperbole, en réunion depuis longtemps, selon les diplomates français qui l'ont croisé, un cador. Et là, vous avez Renaud Pila hier. Biden qui confond Mitterrand et Macron, la France et l'Allemagne, c'est tragique. Les démocrates doivent changer de candidat. Vous imaginez la difficulté d'être un journaliste à LCI, encore quand je dis journaliste, propagandiste, parce qu'il existe de vrais journalistes. Tenez, notre ami Tucker Carlson, pourquoi il a interviewé Vladimir Poutine? Oui, il a bien interviewé Vladimir Poutine. À l'heure où je parle, l'interview n'est pas encore sur les réseaux sociaux, mais c'est officiel. Et quelle est la raison que donne Tucker Carlson? C'est tout simplement qu'il fait son travail de journaliste. Est-ce que Joe Biden se ferait interviewer par Tucker Carlson? J'en doute. Il n'y a que Vladimir Poutine. Nous allons maintenant nous diriger à Kiev. Après avoir supprimé les élections prévues cette année, Zelensky veut limoger son très populaire opposant, le général Zaloujny, contre l'avis de 70% des Ukrainiens. L'Ukraine se transforme en dictature avec la bénédiction et l'argent de l'Union européenne. À quand un revirement des journalistes de LCU sur la question ukrainienne?
Au rythme des informations, à mon avis, cela va pas tarder à arriver. Tenez, une petite dernière. Mobilisation difficile en Ukraine. Un jeune homme partage ses états d'âme sur France 24. Il pourchasse les gens comme des chiens et désormais il propose aussi de bloquer les comptes bancaires pour qu'on ne puisse même plus s'acheter du pain. On comprend pourquoi Pustula défend bec et ongle l'Ukraine, c'est son petit laboratoire. Ce sont ce genre de mesures qu'elle veut mettre en place dans l'Union européenne. Il serait peut-être temps à certains de s'en rendre compte. Allez, on va terminer par le Gorafi. On nous avait vendu Biden, comment dirais-je, le Cador de la diplomatie. On nous a vendu le Mozart de Matignon, Gabriel Attal. Dans certains sondages, il atteignait même 61% d'opinion positive. Eh bien, Gabriel Attal, c'est en train de faire shoot depuis la fin de l'état de... Déjà la fin de l'état de grâce, nommé le 9 janvier, Gabriel Attal jouissait alors d'une cote de popularité en hausse autour des 37%. Le voilà désormais à 31%. Il s'agit, comme vous pouvez le voir ci-dessous, de la plus grosse chute pour les premiers pas d'un chef du gouvernement, sous Emmanuel Macron. En leur temps, Elisabeth Borne et Jean Castex ont accusé un moindre recul, moins 2. Édouard Philippe, lui, voyait sa cote grimper en flèche. Mais que peut bien faire Gabriel Attal pour redresser sa cote de popularité? Demandons au ministère des bras croisés, site parodique. Face à sa baisse de popularité, Gabriel Attal promet de réaliser chaque semaine une séance de photographie dans les jardins de Matignon. Au rythme où vont les choses, il va terminer en slip. Allez, une dernière avec Jérôme Béglé. Oui, vous savez que le remaniement n'est pas terminé. L'édito de Jérôme Béglé. Oh, il a une jolie tête, Jérôme Béglé, sur la capture d'écran. Gouvernement de Gabriel Attal vers un élargissement. Et notre ami For a True Human Medicine voulait dire dilaté. Allez, j'espère que vous avez apprécié ce journal. N'hésitez pas à le soutenir. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir, à bientôt.